Tu me dis quand c'est lancé. C'est lancé. Bonjour à Bonjour à tous. tous. Bonjour Agathe. Euh, Bonjour. Bienvenue à ce forum de la formation vétérinaire. Dites-moi si vous m'entendez pas bien. Donc, vous allez assister à la conférence vétérinaire en milieu urbain, présentée par le professeur Patrick Verwaerde. J'espère que j'écorche pas votre nom. Vervarde. Euh, ok. Je vous rappelle les consignes liées à la visio. Il faudrait couper vos caméras et vos micros. Au fur et à mesure de la conférence, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et moi, je vais les noter et donc on essaiera d'en poser le plus possible à la fin de la conférence. Ça dure environ 45 minutes et ensuite le reste du temps, il sera consacré à l'échange. Donc voilà, je cède la parole au professeur Patrick Verwaerde. Merci Agathe. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce forum de la formation avec effectivement une présentation consacrée aux vétérinaires en milieu urbain et pour évoquer l'ensemble des considérations autour de ce métier, eh bien, je vous ai préparé une présentation effectivement de l'ordre de 45 à 50 minutes. N'hésitez pas, comme le rappelait Agathe, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, qu'on puisse effectivement, après cette présentation, y répondre l'une après l'autre. Alors, il faut savoir que le métier de vétérinaire, qu'il soit en milieu urbain ou ailleurs, est d'abord et avant tout un métier de passion. C'est une passion pour soigner les animaux, mais c'est aussi, et notamment dans le milieu urbain, un métier tout à fait multifacette, extrêmement varié, et qui est clairement un métier d'avenir. On sait notamment que le nombre d'animaux de compagnie ne cesse d'augmenter en France et nécessite de plus en plus de médicalisation qui est assurée notamment par le vétérinaire en milieu urbain. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce qu'est le métier de vétérinaire en milieu urbain, je voulais revenir avec vous sur quelques données chiffrées autour de la démographie des vétérinaires en général et en milieu urbain en particulier. Il faut savoir que sont inscrits à l'ordre actuellement près de 20 844 vétérinaires. Ce sont les chiffres publiés directement cette année. Et comme vous pouvez le constater, c'est une profession relativement jeune. Et il faut savoir que le nombre de vétérinaires est en croissance très régulière, puisque maintenant, depuis quelques années, le nombre de vétérinaires installés eh bien, croît de l'ordre de 3%. Et cette année, on a connu une augmentation de 3,2%. C'est un métier aussi très largement féminisé, puisque vous avez actuellement au recensement en 2023 12 207 consoeurs et 8 637 confrères qui travaillent en tant que vétérinaires. Lorsque l'on regarde la population de ces 20 000 vétérinaires, eh bien, 53% d'entre eux exercent principalement au profit des animaux de compagnie et se retrouvent dans le tissu urbain qui est le sujet de la présentation aujourd'hui. Cette population de vétérinaires travaillant en milieu urbain représente à peu près 11 100 vétérinaires qui exercent leur pratique médicale en zone urbaine au profit des fameux animaux de compagnie, ce qui, au sein de la profession, est généralement appelé des vétérinaires canins. Alors, l'exercice de la profession vétérinaire va s'organiser de façon un petit peu différente en fonction, en fait, des goûts et des aspirations de chacun. Il sera possible d'exercer le métier de vétérinaire urbain soit en petite structure de type cabinet, soit en structure un petit peu plus grosse, qui sera définie comme étant des cliniques, les cliniques étant un peu plus équipées en matière de matériel, notamment diagnostic. Et puis, il y a une structure un petit peu plus grosse encore, qui est le centre hospitalier. Il y en a quelques-uns en France, qui vont généralement regrouper un nombre conséquent de vétérinaires, dont certains seront même spécialistes. Et puis, le quatrième type de structure que l'on peut retrouver en France pour exercer le métier de vétérinaire canin, eh bien, ce sont des centres qui regroupent différentes spécialités que l'on appelle centres de spécialistes, mais qui pour autant n'hospitalisent pas forcément et ça les différencie notamment des centres hospitaliers. Alors, il faut
et c'est pour ça que je vous ai mis ces graphiques. Il faut constater que le métier de vétérinaire, et notamment urbain, s'exerce principalement en équipe. C'est un métier éminemment collaboratif puisque près de 65% des vétérinaires exerçant en France, eh bien, sont associés à plusieurs vétérinaires et échangent dans le quotidien. C'est donc principalement un métier qui s'exerce de façon collaborative. Au-delà de l'organisation et de la structuration des locaux dans lesquels vont exercer les vétérinaires, on distinguera deux types d'exercices. Soit on sera vétérinaire salarié, soit on sera, entre guillemets, son propre patron, avec un exercice qui est appelé exercice libéral. Alors, la répartition, et on constate très clairement qu'il y a un choix extrêmement varié, puisque la façon d'exercer le métier de vétérinaire en canine peut être soit sous forme d'un exercice individuel, soit associé, comme on l'évoquait, ou plus directement salarié, qui peut même être salarié du secteur public, mais ça n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Si on regarde les chiffres concernant les jeunes vétérinaires, on s'aperçoit que près de 70% d'entre eux exercent avec un mode de salariat, ce qui leur permet très directement de travailler en relation très directe avec des aînés. Et il y a très clairement au sein de la profession, et la profession en général, mais en milieu urbain tout particulièrement, un esprit de compagnonnage important lorsque l'on débute le métier, parce que c'est en discutant avec les aînés aussi qu'on améliore l'ensemble de ces pratiques. L'évolution de la profession vétérinaire, qui historiquement est très largement basée sur un mode d'exercice libéral, eh bien, on constate depuis quelques années que, en particulier lorsque l'on débute le métier, eh bien, on se tourne plus volontiers vers le salariat qui permet d'avoir une organisation de vie souvent plus compatible avec les aspirations actuelles. Alors, lorsque l'on parle de métier, il est aussi important de s'interroger sur la rémunération. Eh bien, le métier de vétérinaire, lorsqu'il est exercé sous forme de salariat, eh bien, en moyenne, au niveau national, eh bien, les vétérinaires salariés touchent à peu près 3 000 € par mois net. Et il faut savoir que cette organisation, la profession est organisée avec une convention collective qui définit des salaires minimums en fonction de l'expérience que peut avoir le praticien. Si en exercice salarié, le revenu est de l'ordre de 3 000 €, on constate évidemment que lorsque cet exercice se pratique sous forme d'une pratique libérale, eh bien, le niveau moyen de rémunération est sensiblement plus élevé, puisque en moyenne, à l'échelle nationale, en pratique canine, eh bien, les salaires moyens sont de l'ordre de 6 000 €. Voici après cette vision un petit peu générale en termes d'organisation de la profession et du nombre de vétérinaires pratiquants en milieu urbain, eh bien, je vous propose de voir ensemble ce qu'est en pratique un vétérinaire exerçant en milieu urbain. C'est d'abord, je vous le disais en introduction, c'est d'abord et avant tout un métier passion. C'est un métier qui est orienté vers l'idée et le souhait de sauver, de soigner, de guérir, et notamment avec le vieillissement des animaux, et bien aussi de soulager pour améliorer le confort de vie et le bien-être de l'ensemble des animaux de compagnie. Ce métier passion s'appuie fondamentalement sur une démarche dite médicale qui est basée sur des connaissances scientifiques solides, et on parle de plus en plus de décisions médicales appuyées sur les preuves données par la science. C'est donc d'abord et avant tout un métier médical, mais un métier scientifique. Il faudra pour cela aimer observer
observer les symptômes, observer les signes traduisant l'existence d'une maladie, et sur la base de ces observations, eh bien, de réfléchir à la meilleure stratégie, à la fois diagnostique, pour identifier et connaître l'origine de la maladie, mais aussi réfléchir sur la meilleure façon de prendre en charge et de soigner, guérir ou soulager l'animal qui est présenté au vétérinaire. S'il faut retenir quelque chose dans le cadre de ce métier passion, eh bien, il faut avoir un goût avéré pour les sciences biologiques au sens très très large du terme, parce que c'est sur la base de ces sciences biologiques que vont s'organiser la démarche médicale, tant diagnostique que thérapeutique. Donc tout d'abord, être vétérinaire en milieu urbain, c'est un métier passion. Mais c'est aussi un métier qui a de très fortes valeurs éthiques. Il faut savoir que le métier de vétérinaire, et c'est vrai autant pour le vétérinaire urbain que pour d'autres types d'exercices, eh bien, c'est un métier qui est régi par un code de déontologie qui est réactualisé très régulièrement et qui définit les droits, les devoirs, et qui, au travers de cette définition des droits et des devoirs du vétérinaire, eh bien, base l'ensemble de la démarche, l'ensemble du métier, à la fois dans le respect de l'éthique vis-à-vis de l'animal, vis-à-vis aussi des confrères, mais aussi avec un objectif de qualité, qualité de soins, qualité de bien-être des animaux. Ce code de déontologie rappelle l'ensemble des façons de se comporter au plan professionnel et insiste notamment sur la dimension du secret professionnel parce que lorsque l'on soigne un animal, eh bien, on doit garder le respect de la maladie, de son propriétaire, et il est donc régi par ce secret professionnel. Le code de déontologie définit aussi un certain nombre de devoirs, devoir se comporter de façon confraternelle avec les autres collègues, et devoir aussi d'assurer une continuité de soins pour les animaux, y compris le week-end, y compris la nuit, et c'est ce qu'on appelle la notion de continuité de soins. Il faut savoir que le métier de vétérinaire, eh bien, est un métier absolument passionnant, mais c'est aussi un métier qui oblige à conserver un suivi des animaux et à organiser le suivi des animaux si on ne peut pas l'assurer soi-même. C'est un métier passion, c'est un métier à forte valeur, mais c'est aussi un métier de service. Il est très important d'avoir à l'esprit que lorsque l'on est vétérinaire, on a pour vocatif non seulement de les soigner, de les sauver et de les soulager, mais à destination de ces animaux, eh bien, on doit être en capacité de rendre ce service. Et ce service prendra différents aspects, soit dans le cadre de la prévention, où on fera des vaccinations, on fera des identifications, mais aussi lorsqu'ils seront malades, eh bien, on sera amené à les traiter. C'est un métier de service qui est orienté, bien sûr, vers les animaux, mais aussi orienté vers les propriétaires. Il faut avoir bien à l'esprit que lorsque l'on est vétérinaire, on fait ce métier pour les animaux, mais aussi pour leurs propriétaires. Et à ces propriétaires, eh bien, on aura des devoirs de les informer, de les aider à prendre des décisions éclairées par rapport à la médicalisation de leurs animaux. Et il nous faudra aussi, bien sûr, notamment dans le cadre de la prévention, eh bien, leur apporter les conseils nécessaires pour maintenir en santé, en confort, leurs animaux. Métier de service qui va euh, s'adresser, et notamment en milieu urbain, à une très grande quantité d'espèces. On appelle le vétérinaire urbain souvent canin, mais ça va bien au-delà de soigner seulement des chiens, puisque un vétérinaire canin sera très quotidiennement amené à soigner d'autres animaux de compagnie, comme le chat, mais aussi le lapin. Le lapin a longtemps été considéré comme un nouvel animal de compagnie, mais le nombre de lapins actuellement détenus par les Français, eh bien, en font très clairement le troisième animal de compagnie qui a des besoins de soins et que le vétérinaire urbain doit être en capacité de soigner très correctement. En parallèle de ces animaux de compagnie classiques, chien, chat, lapin, eh bien, il y a ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, comme peuvent l'être les tortues, comme peuvent l'être les oiseaux, comme peuvent l'être le cochon d'Inde, comme peuvent l'être le furet. Ces nouveaux animaux de compagnie, eh bien, apportent une variété de consultations
aux vétérinaires exerçant en milieu urbain. Et puis la troisième catégorie que le vétérinaire urbain sera susceptible de prendre en charge, eh bien, c'est aussi, dans une certaine mesure, la faune sauvage ou la faune exotique, comme vous pouvez le voir sur ces photos, avec une chouette hulotte ou ce perroquet ou cette perruche. Je ne suis pas forcément très connaisseur en matière d'oiseaux que tient là mon collègue Charlie Pignon. C'est aussi un métier extrêmement diversifié qui a de très nombreuses facettes et l'activité quotidienne du vétérinaire urbain est extrêmement multiple. Bien souvent, s'articulera autour de la consultation où on recevra des animaux avec leurs propriétaires. On se fera définir le motif de cette consultation, ce qu'on appelle la plainte, et on établira en fonction de l'attente et de l'aspiration du propriétaire, ben, on définira ce qu'il y a lieu d'envisager au mieux des intérêts de santé de l'animal. Mais à côté et en parallèle, dans la suite de cette consultation, on sera souvent, notamment lorsque l'animal est malade, eh bien, on sera amené à réaliser un certain nombre d'examens complémentaires qui pourront être des examens d'imagerie, qui pourront être des analyses sanguines, qui pourront être des observations au microscope, notamment, par exemple, pour observer un frottis sanguin, pour détecter, par exemple, des parasites sanguins. Ça sera un élément clé par rapport à l'identification de la maladie ou de ses conséquences qui seront assurées par ces examens complémentaires. À la suite de ces examens complémentaires et d'une réflexion que devra conduire le praticien, eh bien, des décisions seront prises en matière de traitement avec une troisième facette de ce métier au quotidien qui est la réalisation, quand cela est nécessaire, eh bien, d'interventions chirurgicales. Si certaines sont appelées chirurgie de convenance, lorsque on enlève les testicules ou les ovaires des animaux en vue de les stériliser, on pourra aussi réaliser des gestes chirurgicaux, parfois très techniques, qui viseront à guérir d'une fracture ou d'un corps étranger digestif, par exemple. Et puis, en parallèle, indépendamment ou associé à ces gestes chirurgicaux, eh bien, on pourra être amené à hospitaliser les animaux pour pouvoir, pendant plusieurs jours, eh bien, conduire des traitements particulièrement efficaces parce que souvent, ce seront des traitements qui seront réalisés et administrés par voie intraveineuse plutôt que par voie orale. Et ça nécessitera, dans l'exercice du vétérinaire urbain, une capacité d'hospitalisation et d'observation des animaux et de leur évolution. Alors ce travail, notamment en hospitalisation, et c'est une des facettes, des multifacettes de ce métier, eh bien, s'appuie à travailler en collaboration avec des personnels que l'on appelle ASV, assistants spécialisés vétérinaires, qui nous aident dans le quotidien pour assurer les soins des animaux hospitalisés. L'hospitalisation pourra être une hospitalisation générale ou pourra être une hospitalisation en réanimation. Et c'est une photo qui est extraite de l'hôpital de Maison-Alfort, où vous avez l'ensemble des dispositifs que l'on met en œuvre, notamment dans le cadre de la réanimation des animaux qui sont hospitalisés pour cela. Mais cet aspect est diversifié, et cette dimension multifacette du métier de vétérinaire urbain, au-delà de la consultation, des examens complémentaires, nécessite, lorsque l'on est vétérinaire généraliste, d'avoir des connaissances dans des disciplines extrêmement variées. Et c'est une des richesses du métier de vétérinaire généraliste exerçant en milieu urbain, eh bien, c'est d'être en capacité d'endormir des animaux, notamment soit pour réaliser des examens complémentaires, soit pour réaliser des chirurgies, ou d'établir des diagnostics, notamment sur des maladies cardiaques. Et il faudra avoir une compétence en cardiologie, en anesthésiologie, mais aussi en études du comportement pour donner les meilleurs conseils aux propriétaires. Et bien sûr, le métier de généraliste ne s'arrête pas à ces seuls aspects, mais il y aura aussi bien sûr des connaissances en ophtalmologie, en neurologie, en dermatologie et j'en passe, qui sont autant de facettes extrêmement multiples qui, en fonction des motifs de consultation, eh bien, devront être mis en œuvre par le vétérinaire généraliste travaillant en milieu urbain.
C'est donc un métier multifacette et tout particulièrement multifacette lorsqu'il s'exerce sous forme de pratiques dites généralistes. Il faut savoir que les vétérinaires généralistes sont très largement majoritaires dans la population des vétérinaires exerçant en milieu urbain. Et ses confrères et ses consoeurs doivent maîtriser l'ensemble des disciplines médicales et on les appelle souvent omnipraticiens et ils vont pouvoir, dans un exercice de consultation sur rendez-vous ou dans le cadre de consultations sans rendez-vous pour des animaux en état critique, eh bien, aussi assurer des urgences. Cela dit, en parallèle de ce métier de vétérinaire généraliste exerçant en milieu urbain, il faut savoir qu'il y a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, de se spécialiser. En France, il existe un certain nombre de spécialistes. On en dénombre en 2023 un petit peu plus de 300, ce qui représente un peu moins de 2% des vétérinaires exerçant en France. Et la majorité de ces spécialistes exercent en pratique libérale. Alors, quelles sont les spécialités qui existent en médecine vétérinaire, notamment en France? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, euh, elles sont assez variées. Elles concernent l'anesthésie et la prise en charge de la douleur des animaux, qu'on appelle analgésie, la chirurgie. Ça peut être aussi des spécialités comme le comportement, la dentisterie, la dermatologie, la nutrition, la reproduction, mais aussi, et c'est mon cas en l'occurrence, d'être spécialiste en réanimation et en médecine d'urgence. Le nombre de spécialistes reconnus actuellement en France et exerçant en milieu canin est de l'ordre de 210 confrères et consoeurs. Un exercice généraliste, un exercice qui peut être aussi spécialisé, mais dans tous les cas, nécessite d'avoir différents talents et de mettre en œuvre ces différents talents, de l'écoute au profit des propriétaires, mais aussi de l'écoute au sein de l'équipe soignante, avec une écoute de l'ensemble de ses collègues, de ses collaborateurs, de ses salariés. C'est un talent aussi de savoir travailler en équipe et de communiquer correctement, communiquer au sein de l'équipe soignante, mais communiquer aussi, bien sûr, avec les propriétaires qui sont les demandeurs de soins pour leurs animaux. Au-delà de cette dimension de communication et de travail en équipe, eh bien, le métier de vétérinaire canin, bien souvent, nécessite aussi d'avoir des talents en termes de gestion, de management d'équipe, et d'être en capacité aussi, bien sûr, eh bien, d'assurer un certain nombre de missions au profit de la société et des missions notamment de santé publique. En effet, lorsque on soigne des animaux, notamment des animaux de compagnie, eh bien, on assure en parallèle, bien souvent, des missions de santé publique au travers notamment de la vaccination antirabique des animaux de compagnie. La troisième partie de cette présentation que je voulais vous faire aujourd'hui à propos du vétérinaire exerçant en milieu urbain, eh bien, c'était de revoir avec vous quels étaient les différents éléments autour de la formation de ces mêmes vétérinaires exerçant en milieu urbain. Il faut savoir que la formation d'un vétérinaire canin ou exerçant en milieu urbain, eh bien, en fait, c'est l'histoire d'une vie professionnelle. Et cette vie professionnelle débute par une formation initiale qui est assurée par les écoles vétérinaires françaises et elle peut, en fonction des souhaits des uns et des autres, être complétée par une formation d'approfondissement qui peut aller jusqu'à la spécialisation pour pouvoir exercer un métier de vétérinaire spécialiste. Donc, première étape, formation initiale, qui peut à loisir être approfondie jusqu'à la spécialisation. Mais lorsque l'on est diplômé et tout au long de sa vie professionnelle, eh bien, il conviendra de suivre de la formation continue parce que la médecine vétérinaire est une médecine basée sur la science, basée sur les preuves. Et il faut savoir que la science est en permanence en évolution et il est important pour le praticien vétérinaire eh bien, de se tenir au courant des nouveautés, des évolutions des connaissances pour pouvoir
pouvoir assurer les meilleurs soins possibles aux animaux qui lui sont confiés. Alors, si on essaye un petit peu de détailler un petit peu plus cette formation, et notamment cette formation initiale, lorsqu'elle se déroule notamment dans l'une des 4 écoles vétérinaires françaises, eh bien, à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, le tronc commun de cette formation initiale regroupe des enseignements à la fois théoriques et pratiques et concerne l'ensemble des espèces dites d'intérêt vétérinaire, à savoir les chiens, les chats, lapins, les chevaux, les bovins, les ovins, mais aussi les volailles et autres animaux de la faune sauvage ou de la faune exotique. Donc un tronc commun, toute espèce qui permet d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. À la fin de ce tronc commun ou à la suite de ce tronc commun, pour celui qui est intéressé d'exercer son métier en milieu urbain, eh bien, il pourra suivre, compléter sa formation dans la formation initiale par son inscription dans ce qu'on appelle une dominante, dominante dans une filière de soins et en l'occurrence la dominante en filière canine. Cette inscription en dominante, ce choix de dominante se réalise en 6e année et cette 6e année se déroulera principalement au sein de l'hôpital universitaire vétérinaire de Maisons-Alfort, dont vous avez ici une photo. Dans le cadre de la formation initiale, eh bien, c'est un enseignement théorique qui est extrêmement riche, extrêmement varié, qui prendra des formes de cours magistraux, mais aussi de travaux pratiques, de travaux dirigés, qui pourront être associés, complétés par des enseignements de type e-learning, avec une mise à disposition à l'ENU à l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, eh bien, d'une plateforme spécifique permettant justement ces apprentissages en e-learning. Cet enseignement théorique, à la fois riche et varié, permettra d'acquérir des bases extrêmement solides et indispensables pour la suite de la formation, des bases solides en biologie, en anatomie, en pharmacologie, en galénique, en pharmaceutique, en biochimie, et toutes ces sciences fondamentales absolument essentielles pour devenir un excellent vétérinaire clinicien, parce que toutes les décisions du vétérinaire clinicien se basent sur ces notions essentielles d'anatomie, de physiologie ou de pharmacologie. À Maisons-Alfort, à l'ENVA, eh bien, les enseignements très tôt prennent une dimension pratique dès la 2e année de la formation initiale et prendront des formes extrêmement variées. Vous aurez des TP de contention. On apprendra à manipuler les chiens, les chats, mais aussi les animaux exotiques. On découvrira un certain nombre de gestes et d'observations dans le cadre de stages découvertes au sein de l'hôpital. Et puis, il y a des apprentissages de gestes de base dans le cadre notamment du secourisme canin, mais il y a aussi des travaux pratiques consacrés à l'identification des cellules sur un frottis, par exemple, avec un apprentissage de l'observation au microscope. Cet enseignement pratique à Maisons-Alfort est aussi extrêmement innovant et s'appuie sur une plateforme appelée VetSims, qui est une plateforme de simulation médicale et qui permet aux étudiants, dès la 2e année, mais aussi au cours de la 3e, 4e et même après pour ceux qui le souhaitent, eh bien, de s'entraîner à réaliser des gestes techniques sur des modèles. Et vous avez ici une jeune étudiante qui s'entraîne à réaliser une injection intraveineuse, eh bien, sur un chien mannequin, qui est un chien en peluche, et qui a tous les dispositifs permettant d'imiter la réalité. Et ça permet aux étudiants d'acquérir des gestes techniques en toute sécurité pour eux, mais en toute sécurité aussi, parce que jamais un geste technique n'est réalisé pour la première fois sur un animal vivant. Il y a tout d'abord un training qui est réalisé justement grâce à cette plateforme innovante de simulation médicale qui est disponible à Maisons-Alfort. Au cours de cette formation initiale, en 4e année, eh bien, on va
débuter son apprentissage clinique au contact eh bien, de collègues et au contact d'animaux vivants. Et c'est ainsi qu'en quatrième année, un certain nombre de matinées sont organisées et les étudiants vont participer aux consultations, notamment de médecine préventive, et assurer la vaccination des animaux qui sont présentés à l'hôpital. Cette initiation à l'enseignement clinique et à la clinique, eh bien, en quatrième année, prend la forme de 2 demi-journées tous les 15 jours en immersion et sont supervisées par des cliniciens, des ASV, mais aussi, bien sûr, par des étudiants un petit peu plus aguerris. Cette initiation, cette arrivée dès la quatrième année permet aux étudiants une mise en pratique en situation et notamment eh bien, de s'aguerrir à la contention des animaux et à réaliser des premiers gestes techniques simples comme des sous-cutanés et de les réaliser sur des animaux vivants. Cet enseignement clinique va bien sûr se poursuivre au-delà de de ces premiers contacts en quatrième année, va être complété par un semestre complet en cinquième année qui se déroulera à l'hôpital de Maison-Alfort, à l'hôpital universitaire. Et pendant un semestre, eh bien, les étudiants vont pouvoir réaliser et participer aux chirurgies, assurer des consultations, et assurer des prises en charge et des suivis d'animaux hospitalisés. Ils participeront bien sûr aussi aux admissions en urgence, à guérir des compétences, acquérir des compétences en réanimation, en imagerie et différentes techniques d'examen complémentaires, analyse de sang, imagerie, sont autant d'éléments qui, au cours des 16 semaines dites de canine qui se déroulent en cinquième année, eh bien, les étudiants pourront acquérir un certain nombre de choses essentielles. Et cette cinquième année est absolument clé. Elle permet d'avoir un apprentissage clinique et de gagner en autonomie, en responsabilisation et bien sûr en maîtrise de gestes techniques et pratiques dans le quotidien de l'hôpital universitaire. Pour ceux qui le choisissent et qui veulent devenir vétérinaires exerçant en milieu urbain avec une approche de la médecine vétérinaire dite canine, eh bien, ils ont la possibilité de faire cette fameuse dominante canine qui se déroulera en sixième année. Et pendant toute l'année de cette sixième année, eh bien, les étudiants seront au sein de l'hôpital. C'est une sixième année dite toute clinique qui s'organisera sous forme de 27 semaines à l'hôpital, avec, comme vous pouvez le voir ici détaillé, 6 semaines dans le service de médecine d'urgence réanimation, 7 semaines avec l'équipe de médecine générale et de médecine interne, 3 semaines en pathologie de la reproduction, 4 semaines en chirurgie, 2 semaines en imagerie médicale, avec une dimension de radiographie, mais aussi d'échographie, 2 semaines en anesthésie-analgésie et 3 semaines en médecine spécialisée comme la cardiologie, la dermatologie et autres. Cette formation tout clinique, ces 27 semaines, sont complétées par des stages obligatoires en clinique privée de l'ordre de 3 semaines et seront enrichis par des semaines dites de thèse parce que la fin de la formation initiale se conclut par le passage d'un doctorat en médecine vétérinaire. Il faut préparer ce document et bien sûr l'étudiant, au cours de sa sixième année, a un certain nombre de semaines lui permettant de préparer cette thèse de doctorat vétérinaire et ainsi de devenir docteur vétérinaire. Cette sixième année, toute clinique, est une année extrêmement riche qui permet à l'étudiant eh bien, de faire un tour complet de la pratique de médecine vétérinaire canine. Il faut savoir qu'à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort, eh bien, le parcours de formation initiale est au gré des envies et des aspirations des uns et des autres, eh bien, à une dimension personnalisable. Et c'est ainsi qu'à Maison-Alfort, eh bien, on offre la possibilité aux étudiants en formation initiale de participer à des congrès professionnels, comme ceux de l'Association française des vétérinaires animaux de compagnie, d'enrichir leur parcours de formation initiale par des unités d'enseignement libre
pour apprendre à former les chiens guides notamment chiens guides d'aveugles, de faire bien sûr des stages en pratique privée, de participer aux soins de la faune sauvage avec des semaines optionnelles au sein de l'hôpital universitaire consacré à la faune sauvage, et bien sûr des possibilités de rotation libre additionnelles venant compléter les 27 semaines qu'on évoquait de la formation obligatoire. Donc un parcours éminemment personnalisable au gré et aux envies de chacun pour pouvoir enrichir ce parcours de formation initiale. Cette formation initiale se termine par le passage en séance publique, eh bien, la soutenance de thèse, le doctorat d'État en médecine vétérinaire. C'est un diplôme d'État qui clôture le parcours de formation initiale et tout à chacun, étudiant vétérinaire, est libre du choix de sujets. Et ça peut être des sujets de synthèse, ça peut être des sujets ce qu'on appelle bibliographiques, c'est-à-dire basés essentiellement sur la littérature disponible, mais ça peut être aussi des sujets visant à améliorer les connaissances sur l'animal, sa physiologie ou bien sûr sur la façon de soigner telle ou telle maladie. Donc un choix très large qui là aussi participe à la personnalisation de la formation initiale. Soutenance qui a lieu à la fin lorsque on a obtenu l'ensemble de ces unités de compétences, validé l'ensemble de ces 6 années et qui conclut souvent très bien, eh bien cette formation initiale. À la suite de cette formation initiale, comme je vous l'évoquais, la formation de vétérinaire, une histoire de vie professionnelle, eh bien, cette formation initiale peut être poursuivie, approfondie par la suite, par ce qu'on appelle des formations post-diplôme. Et l'une des grandes formations post-diplôme disponibles, et notamment disponibles dans les 4 écoles vétérinaires françaises, eh bien, c'est la possibilité de réaliser un internat généraliste orienté possiblement animaux de compagnie. Et cet internat généraliste est un internat diplômant qui repose sur une formation clinique pour l'essentiel, qui dure 1 an à plein temps et qui se réalise au sein des centres hospitaliers et à Maison-Alfort, au sein, bien sûr, du CHUVA. Et lorsque l'étudiant souhaite poursuivre cet approfondissement, au-delà même de cette formation généraliste d'internat, il a la possibilité, s'il le souhaite, eh bien, de rentrer en spécialisation et de réaliser un parcours dit de résidanat pour pouvoir devenir spécialiste. Il faut savoir qu'à Maison-Alfort, on offre de très nombreuses possibilités de spécialisation avec des spécialistes en chirurgie, en ophtalmologie, en dermatologie, en médecine interne, bien sûr, et toutes celles que j'oublie. L'offre de spécialisation à Maison-Alfort est extrêmement importante et repose en fait sur la présence de très nombreux spécialistes travaillant dans l'hôpital. Il faut savoir que le résidanat et cette formation de spécialistes qui vient après l'internat, eh bien, est une formation qui repose sur une pratique d'au moins 3 ans dans la spécialité avec un mentor lui-même spécialisé qui guidera le jeune en spécialisation et aboutira à un examen à la fin de ces 3 ans, eh bien, aboutira, euh, on le souhaite, à l'obtention du diplôme de spécialiste. Cela dit, tout au long de sa vie professionnelle, qu'on soit spécialiste ou généraliste, comme je vous l'évoquais, la science s'enrichit en permanence et il est important de souligner qu'un vétérinaire en milieu urbain doit participer régulièrement à la formation continue parce que c'est la seule façon pour lui de rester à la pointe et apporter le meilleur aux animaux qui lui sont confiés. Il faut savoir que à l'ENVA, eh bien, il est offert de très nombreuses possibilités de formation continue dans des domaines extrêmement variés qui permettent à tout à chacun, eh bien, tout au long de sa vie, de continuer à rester à la pointe pour améliorer ses pratiques et apporter le meilleur aux animaux. En conclusion, le métier de vétérinaire exerçant en milieu urbain est en fait plusieurs métiers.
On peut être généraliste, on peut être spécialiste, on peut être salarié, praticien, mais on peut aussi être chef d'entreprise, dirigeant une équipe soignante. C'est un métier extrêmement valorisant, mais qui a aussi ses contraintes, parce que c'est un métier qui a un rôle social, qui participe à la santé publique, qui doit assurer la continuité de soins pour ces animaux de compagnie. C'est un métier qui impose aussi d'avoir une bonne capacité de communication pour discuter avec le propriétaire. Les relations avec la clientèle sont parfois complexes parce qu'il y a une dimension économique dans le métier de vétérinaire et il y a un très fort engagement émotionnel par rapport au fait de soigner les animaux de compagnie et ça demande du temps, ça demande de la disponibilité. Et puis, c'est un métier qui évolue et c'est ça qui est aussi absolument passionnant parce qu'il y a certes une attente grandissante et des exigences de plus en plus importantes de la part des propriétaires, mais comme la science médicale évolue, eh bien, il y a des possibilités de plus en plus importantes eh bien, de prendre en charge et d'optimiser au mieux le bien-être des animaux. Et c'est un métier qui évolue aussi de plus en plus technique. Ces dernières années, on a vu émerger des techniques d'imagerie absolument fascinantes qui permettent de mieux comprendre l'état de santé des animaux. Autrement dit, un métier extrêmement riche, un métier passion, un métier multifacette et un métier d'avenir parce que c'est non seulement un métier qui évolue, mais c'est aussi un métier qui permet à tout à chacun, eh bien, grâce notamment à la formation continue, de s'enrichir en permanence et d'être de meilleur en meilleur. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, pour la conférence et pour toutes les questions qui ont été posées. J'ai essayé d'en noter le maximum. Pour rappel, la conférence, elle sera disponible en replay dès lundi, donc lundi qui arrive là, euh, et donc sur le site de l'ENVA. Après, tout au long de la journée aussi, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'NVA. Il y a plusieurs contenus qui sont disponibles en plus des conférences, notamment l'histoire d'Alfort, un mot du directeur, etc. Je vous invite aussi, si vous voulez suivre l'actualité de l'école, à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc le nom du compte, c'est ENVA. Et donc, on va passer aux questions, si ça vous va. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les spécialités, notamment. Mhm. Euh, on a demandé est-ce qu'il fallait faire forcément des années en plus pour pouvoir pratiquer la chirurgie? Je crois que vous l'avez précisé un petit peu dans votre conférence, mais Alors, dans le cadre de la formation initiale, ça permet à tout à chacun d'exercer la chirurgie des animaux de compagnie. Et dans le cadre de la chirurgie, il faut savoir qu'il y a des chirurgies qui nécessitent une expertise plus ou moins grande. Alors, d'un point de vue réglementaire, un diplômé vétérinaire peut exercer la chirurgie, toutes les chirurgies, mais il est important aussi de savoir que au-delà même du droit de faire de la chirurgie, il faut aussi une compétence et bien sûr, eh bien, certaines chirurgies qui sont particulièrement techniques nécessitent, pour pouvoir être bien réalisées, eh bien, d'avoir une formation complémentaire en chirurgie. Mais un vétérinaire diplômé peut exercer tant la médecine que la chirurgie sur l'ensemble des animaux. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour ça. Généraliste suffit. Mais sachez que certaines chirurgies sont de plus en plus techniques. On fait même maintenant de la chirurgie cardiaque. Vous imaginez bien que ce type de chirurgie eh bien, n'est pas forcément accessible à tout à chacun et nécessite une expertise particulière. merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de se spécialiser après plusieurs années de pratique, donc reprendre les études pour faire une spécialisation? Ah, tout est possible. Par contre, ça demande une volonté forte. Et il faut savoir que dans le cadre d'une spécialisation, il y a tout un travail de bachotage qu'il faut reprendre. Et c'est sûr qu'on est plus aguerri pour accumuler de la connaissance quand on est plus jeune. Je vous invite à ne pas envisager de vous spécialiser trop tard parce que tout simplement, le bachotage est d'autant plus difficile qu'on a pris un petit peu de bouteille, mais rien ne l'empêche, pour le coup, de se spécialiser euh, quelques années après la sortie d'école. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de faire une double spécialisation ou plus? Alors, on peut faire plusieurs spécialisations. En France, réglementairement, on ne peut exercer que dans une seule spécialité.
Mmh. La spécialisation est régie par des textes réglementaires et des lois. Et pour pouvoir être vétérinaire spécialiste et reconnu comme tel, on doit exercer au moins 60% de son temps professionnel dans la spécialité. Et vous comprenez donc que on ne peut être spécialiste que dans un seul domaine, en tout cas réglementairement. Par contre, quand on est un vétérinaire généraliste, on peut approfondir ses connaissances en ophtalmologie et approfondir ses connaissances en dermatologie. Alors, on ne sera pas spécialiste en ophtalmo ou spécialiste en dermato, mais on pourra avoir un approfondissement et une compétence un peu meilleure que d'autres dans plusieurs domaines, bien entendu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais est-ce que vous savez à peu près quel pourcentage, d'élèves font internat ou résidanat? Non, j'ai pas forcément les chiffres. Les places d'internat en France sont contingentées. Mmh. Euh, il doit y avoir 80-100 places. Ça évolue au fur et à mesure des années pour 600-700 étudiants, donc c'est à peu près la proportion. Mmh. D'accord. Ensuite pour les questions autres que les spécialités, est-ce que c'est le véto qui fait lui-même ses analyses, donc les analyses sanguines, et cetera? Certaines, oui, pas forcément toutes. Euh, on a tout à fait la possibilité dans les structures vétérinaires d'avoir des analyseurs et de faire, grâce à ces analyseurs, de très nombreuses analyses sanguines. Mais parfois, certaines analyses qui sont plus techniques, basées par exemple sur la biologie moléculaire, eh bien, on envoie à des laboratoires spécialisés. D'accord. Une question qui a été posée, c'était, quelle est la différence entre médecine interne et chirurgie dans la spécialité? Donc, expliquer peut-être ce que c'est, médecine interne? La médecine interne, c'est une spécialité qui a pour vocatif principalement d'identifier des maladies et de mettre en place des traitements à base de médicaments. La chirurgie, ça peut aussi être une spécialité qui a aussi toute cette dimension diagnostique, mais c'est des diagnostics sur des maladies qui vont déboucher sur un geste chirurgical et une anesthésie. Mmh. Par rapport à la thèse, est-ce qu'on peut commencer à exercer alors que notre thèse n'est pas encore, finie et présentée? Alors ça dépend, lorsque l'on est en dernière année, on peut avoir un statut d'assistant, mais pas de vétérinaire à part entière. D'accord. Il faudra être diplômé pour Mmh. pouvoir exercer en autonomie et sans avoir un mentor diplômé à côté de soi. Eh bien, il faut soi-même être diplômé. Mmh. Aussi par rapport aux rotations, c'était écrit sur le diaporama rotation libre et donc il y a quelqu'un qui demandait, à quoi ça correspondait, ces rotations libres, je suis là. Eh ben, on peut avoir envie, d'avoir une rotation libre en nouveaux animaux de compagnie, par exemple, considérant que, on veut enrichir son parcours de formation un petit peu plus orienté sur les nouveaux animaux de compagnie, bah, on peut faire une rotation libre en nouveaux animaux de compagnie. On peut se passionner, de la faune sauvage et avoir des rotations libres, au sein du CHUV, faune sauvage. Heu Justement, l'avantage de cette dénomination de rotation libre, eh bien, c'est que l'étudiant qui a une idée, a une envie, eh bien, peut le proposer à son tuteur qui, en fonction de ce qui est proposé par l'étudiant, l'acceptera comme rotation libre. On pourra aussi faire des rotations libres complémentaires, par exemple en anesthésie équine, pour ceux que ça intéresse. Il y a beaucoup de questions aussi, j'ai vu, qui étaient posées par rapport au NAC. Juste pour rappel, il y aura une conférence à 16h30 avec le professeur Pascal Arnay, sur NAC et faune sauvage, donc qui pourra sûrement répondre plus précisément à vos questions. Sinon aussi, on a posé une question par rapport au véto, en génétique ou en labo en général, comment ça se Mhm. passe, pour arriver, à ce métier-là? Alors, c'est, pas forcément très clair la question. Est-ce qu'on peut aller travailler dans un laboratoire quand on est Oui. vétérinaire? Oui. Est-ce qu'on peut même, travailler à l'INSERM ou à l'INRA quand on a fait la formation de vétérinaire? La réponse est oui. On peut, rentrer dans un parcours qui est un parcours un peu particulier, qui s'appuie sur la recherche. Tout à fait. C'est aussi ça, c'est une des grandes forces de la formation de vétérinaire, c'est qu'elle ouvre à 1000 métiers.
il y a le vétérinaire exerçant en milieu urbain, en équine, en bovine. On peut faire des mélanges parce que je vois il y a des questions autour des exercices. Oui, on peut faire des exercices mixtes, à la fois canine équine, canine bovine, canine équine bovine. Oui, absolument. Mais c'est aussi un métier qui ouvre à la possibilité de recherche. On peut, le vétérinaire le métier de vétérinaire est celui aussi qui va contrôler l'hygiène des denrées alimentaires. Euh, le simple fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intoxication alimentaire, eh bien, c'est grâce à la surveillance des vétérinaires. Je vois qu'il y a une question aussi, par exemple, pour devenir vétérinaire militaire. Oui, il y a 70, je crois à peu près 70 vétérinaires dans l'armée et qui ont des métiers absolument passionnants et c'est des très très belles carrières là aussi. Dans l'armée, les vétérinaires vont gérer l'hygiène des denrées alimentaires, gérer aussi l'hygiène de l'eau et aussi pour les animaux qui sont dans l'armée, notamment les chiens militaires, eh bien, gérer la santé des animaux aussi. Tout à fait. Aussi par rapport à l'exercice du métier à l'étranger, je vois qu'il y a une question sur est-ce que le diplôme est valable dans l'Europe? Et tout à l'heure, Oui. une question avait été posée aussi par rapport à l'accréditation qu'a l'école de Lyon pour exercer au Canada ou aux États-Unis. Et donc, comment ça se passe pour les autres écoles? Alors, effectivement, le diplôme vétérinaire acquis à Maison-Alfort est un diplôme qui a une possibilité de rayonner sur l'ensemble de l'Europe. Il y a une reconnaissance mutuelle au sein des différents pays de l'UE. Concernant la possibilité d'aller travailler en dehors de l'UE, eh bien, effectivement, tout est possible. Et notamment, on peut, avec un diplôme alforien, aller travailler aux États-Unis, aller travailler en Angleterre, aller travailler au Canada. Et le préalable, c'est de passer un examen particulier qui est propre à ce pays. Alors, les Lyonnais peuvent le passer sur le campus de Lyon. Pour ce qui est des Alforiens, eh ben, ils le passeront lorsqu'ils seront aux États-Unis très directement. C'est un point de passage obligé pour l'ensemble des vétérinaires qui ne sont pas formés aux États-Unis que d'avoir ce diplôme particulier qu'on appelle le NAVLE. Il y a pas mal de questions aussi, je vois dernièrement aussi qui ont été posées par rapport à la formation. J'avais une question tout à l'heure sur la prépa intégrée. Est-ce que ça ressemble plus aux années de formation qu'on fait après, ou est-ce que c'est plus quelque chose qui ressemble à la prépa classique BCPST? Je Il y a comprends une pas bien la question question, aussi. Agathe. Je comprends En pas fait, la question. est-ce que la nouvelle prépa intégrée, ça Mhm. ressemble aux autres années de formation, ou est-ce que ça ressemble, ou est-ce que c'est plus proche de l'ancienne prépa, la prépa BCPST niveau Oh, c'est un formation? mélange des deux. C'est vraiment un mélange des deux avec une orientation effectivement plus en prise directe avec le métier de vétérinaire. Euh, c'est un mixte des deux et c'est un autre système pour rentrer en école veto qui a été mis en place il y a maintenant quelques années, euh, qui est tout aussi performant. D'accord, merci. Je regarde les questions qui ont été posées dernièrement. Euh, oui, il y a une question qui est posée. Est-ce que c'est possible de changer de milieu, enfin est-ce qu'on peut passer de canine à bovine, par exemple, au cours de la formation ou même au cours après de l'exercice de vétérinaire? Alors, au cours de la formation, oui, ça se discute avec la direction des études. Au cours de sa vie professionnelle, oui, on peut changer. Alors après, c'est toujours pareil. Quand on a exercé pendant 20 ans en canine, si on veut aller en rural, bah, il faudra vérifier qu'on est toujours compétent pour faire une césarienne ou une matrice. Mais ça, c'est aussi une des grandes forces de ce métier et de cette formation, c'est qu'elle permet aussi bah, d'évoluer au cours de sa vie professionnelle. Et on peut commencer en équine et finir en canine, et absolument. Alors ça nécessite, ces phases de transition nécessitent souvent une période justement de réadaptation, mais de quelques semaines à quelques mois avec un collègue en équine, et puis on peut effectivement exercer en équine derrière. Tout à fait. Quelqu'un demande aussi d'expliquer un peu le principe de la thèse, comment ça fonctionne. Alors en fait, en France, on a le diplôme de docteur vétérinaire, qui est un diplôme d'État. Et pour obtenir ce grade
et ce diplôme de docteur, eh bien, il faut faire un mémoire de fin d'études. Et ce mémoire de fin d'études, eh bien, c'est ce qui est travaillé en 5e et 6e année. Et ce mémoire de fin d'études est présenté publiquement face à un jury qui ensuite, après délibération, accordera le diplôme de doctorat. Et ça permet eh bien, d'avoir ce qualificatif de docteur vétérinaire. Il y a des questions aussi par rapport aux rémunérations. Donc, je sais que ça peut dépendre des cas, mais par exemple, est-ce que les stages sont rémunérés? Est-ce que le résidanat, l'internat, c'est rémunéré? Et est-ce que, enfin, la question a été posée, est-ce que pour le résidanat, par exemple, la rémunération est suffisante pour vivre à côté, ou est-ce qu'il faut en plus... Alors, le résidanat est rémunéré sur la base, grosso modo, d'une tarification qui est autour de la convention collective. Oui, l'internat, en tout cas en structure publique, a une indemnité de stage, mais comme il s'agit d'une année d'approfondissement et de formation, elle n'est pas rémunérée. Les études ne sont pas rémunérées en médecine vétérinaire. Le résidanat, oui, parce que c'est une spécialisation post-diplôme qui dure 3 ans. L'internat, qui est simplement un approfondissement pour vétérinaire généraliste, c'est simplement une indemnité de stage. Et pour accéder aussi à l'internat et résidanat, ça passe par un concours. Vous avez dit qu'il y avait des places limitées. Comment ça se passe? Pour accéder à l'internat public, il y a un concours, absolument, et ce sont les meilleurs qui sont reçus. C'est un petit peu dans le même esprit que la médecine humaine. Le résidanat, il n'y a pas forcément de concours, c'est des gens qui sont retenus sur la base de candidatures qui passent devant un jury de recrutement. Et c'est en général le mentor qui va choisir eh bien de prendre telle personne ou telle autre en formation de spécialisation. Je parcours les questions qui ont été posées dernièrement. Euh, Il y a des questions aussi Le par rapport résidanat, c'est aux... bien, juste, excuse-moi, Agathe, je te coupe, la formation de résidanat, c'est bien une formation après le diplôme de docteur vétérinaire. Bien souvent, le résidanat vient après un internat généraliste, et ensuite, on fait résidanat. La question a été posée aussi, comment ça se passe au cours de la formation pour être évalué au fur et à mesure de la formation? Est-ce que c'est des contrôles réguliers? Alors ça dépend un petit peu des UC, un petit peu tous les modèles, mais le principe du contrôle continu prévaut notamment dans les premières années. Et dans le cadre des évaluations en clinique, bien, ça s'articule souvent autour de la façon de faire une consultation, de présenter un cas clinique, d'interagir avec l'équipe soignante. Et puis il y a aussi des examens, des contrôles de connaissances très classiques sous forme d'examen, QCM, questions courtes, questions rédigées. Enfin, ça, c'est extrêmement variable et varié. La question vient d'être posée, est-ce qu'on peut faire une sixième année animaux de compagnie ou plus NAC? Enfin, de manière générale, est-ce que dans la sixième année, on peut faire de la mixte ou c'est... Alors, il y a des formations de 6e année dites mixtes. Alors, c'est pas forcément un mixte animaux de compagnie NAC, puisque dans NAC, il y a animaux de compagnie. Il y a une part plus ou moins importante de nouveaux animaux de compagnie dans la formation dite canine. On a des 6e années mixtes, équines bovines notamment, qui permettent justement aux gens de pouvoir envisager cette pratique mixte. Hmm. La question vient de poser aussi, pour accéder à l'école, est-ce qu'il y a des stages qui sont plus ou moins recommandés? Enfin, est-ce qu'il y a des stages dans certains domaines qui sont plus recommandés? Et ça, c'est vrai, je dirais un petit peu pour toutes les formations. Et c'est ce qui est important lorsqu'on va rentrer dans une formation, c'est d'avoir un petit peu une idée précise ou assez précise de ce que sera le futur métier. Donc oui, je conseille à tous les jeunes qui sont intéressés par le métier de vétérinaire, d'aller chez un vétérinaire pour confirmer cette dimension métier-passion avant de s'engager dans des études qui sont somme toute quand même relativement longues.
Je vois qu'il y a des questions sur le coût des études. Mm. On est une école publique, donc c'est le coût que l'on retrouve à la faculté, hein. C'est des inscriptions à la faculté. Alors, je ne saurais pas vous dire très exactement le montant, mais c'est à peu près le même prix qu'à la fac. Oui. Oui, et puis il y a des bourses. Et La il y a question des était. bourses. Tu as raison. Et il y a des bourses qui aident les jeunes qui pourraient en avoir besoin. Y a-t-il des choses à faire en plus? Ah oui, pour les personnes en outre-mer, comment ça se passe au niveau de la formation? Est-ce qu'il y a des choses en plus à faire au niveau de la formation? Quand vous dites outre-mer, Réunion, Martinique, Ça, Guadeloupe, outre-mer eh, enfin bah, les dom-toms. enfin, à ma connaissance, rien de très particulier, d'autre que de passer par la filière de recrutement, les filières de recrutement pour rentrer en école vétérinaire. J'ai des questions qui ont été posées. Quel contrôle des jeunes praticiens? Parce que après l'obtention du diplôme, il y a des contrôles des jeunes praticiens ou des vétérinaires dans leur carrière pour voir si ils sont toujours en Quand on capacité est d'exercer. diplômé, Oui. après le diplôme, non, il n'y a pas de contrôle, il y a l'éthique. Il y a Oui. l'éthique que l'on a vis-à-vis de soi-même, et c'est aussi pour ça que je souhaitais insister sur cette dimension de formation continue. C'est Mm. le métier de vétérinaire est un métier où le prescripteur doit être libre, mais cette liberté impose aussi eh bien de rester à la pointe, rester à la compétence. Tout à fait. Sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus énormément de questions, ou alors reposez-les si jamais j'en ai raté. Est-ce que sinon, vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours à vous? Le mien? Oui, je pense que ça peut intéresser des personnes, comme ça donne un exemple. Oh là, bah, moi j'ai un parcours très, très particulier, d'autant plus que c'est un parcours qui date de plusieurs années, et ce qui est faisable finalement assez facilement maintenant, n'était pas forcément très facile à l'époque. Mais bah, moi j'ai fait mes études, je suis passé par la prépa. À l'époque, la prépa se faisait en un an. Ensuite, je suis rentré en école. J'ai fait alors à l'époque, en école, c'était 4 ans. Et par la suite, eh ben, après ces 4 ans, j'ai été diplômé. J'ai été travailler en pratique libérale, notamment j'ai travaillé en Corse. Et puis je suis revenu sur Toulouse pour faire un parcours universitaire. J'ai fait donc licence, master, DEA, thèse d'université, en plus de la thèse veto. Et puis je suis rentré en école pour créer la discipline anesthésie-réanimation en France. D'accord. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, encore une fois, pour accéder à la formation, par exemple les notes qu'il faut avoir. Après, je sais pas, enfin, je sais pas si vous savez, si vous sauriez dire exactement les notes qu'il faudrait avoir pour accéder à l'école, mais oui, Alors par rapport c'est dans le à cadre du l'accès à l'école. concours, ouais, dans le cadre du concours ou dans le cadre de la sélection en prépa intégrée. Il faut avoir en général de bonnes notes, être bien structuré dans sa tête, bien organisé, mais vous donner des valeurs seuil, je serais bien incapable. Il faut Oui. avoir de bons dossiers, ça c'est sûr. Euh, Axel Hervé aussi qui demande, en fait, c'est compliqué d'accéder à des stages chez les vétérinaires en tant que mineur. Et est-ce que vous avez des solutions? Oh, bah, il faut contacter les vétos et il faut aller les rencontrer, souvent. Parce que Mm. souvent, on fait des lettres, des fois qui sont un petit peu convenu, ben, il faut aller frapper à la porte et puis se montrer partant, volontaire. Ce qui est important, c'est de montrer sa motivation. Et je serais surpris, même quand on est un jeune qui n'a pas atteint les 18 ans, je serais surpris. Vous me demandiez mon parcours. Moi, je me souviens d'avoir suivi un veto quand j'avais 14-15 ans. Ben, je voulais. Et, et ben, il a fini par me dire oui. Faut Et être c'était motivé. passionnant, hein. Euh, je regarde s'il y a des questions que j'ai ratées. Oui, la question a été posée, mais je crois qu'on a déjà expliqué. La question est posée, est-ce que on peut
étudier dans 2 domaines, par exemple NAC et canin, mais ça, c'est la Ah mixte oui, du coup. Et puis de toute complètement. façon, en canine, on fait aussi des NAC. C'est un métier libéral, liberté. Si vous voulez faire canine NAC, c'est votre décision. Mmh. Si vous voulez faire canine bovine, c'est votre décision. Il y a rien qui empêche su- la façon d'exercer le métier de vétérinaire est à la liberté du décideur, c'est-à-dire vous. Mmh. Ouais, en fait, c'est très différent de médecine, au niveau, un médecin, enfin, au niveau des spécialités, c'est beaucoup plus libre en veto, quoi. Oui, oui, absolument. Euh, Ça parle encore de dossiers, les spécialités qui seraient conseillées pour pour accéder à la formation, parce que maintenant, je sais pas si vous savez, mais au niveau du lycée, ça a changé. Avant, c'était S, par exemple, et maintenant, Hmm. on doit choisir les spécialités entre maths, physique et SVT. Euh, Ouais, ça, je ne sais, je ne saurais pas donner le bon conseil là-dessus. Je ne sais pas. Après, Je- moi, pour avoir accédé à la prépa aussi, si je peux donner un conseil, c'est que en prépa, vraiment, la matière qu'il faut garder, c'est surtout les maths. Et après, entre la physique et la SVT, ça se discute, mais il faut discuter avec ça aussi, enfin, de ça avec vos professeurs. Ouais, Ils et sont les conseillers bien. d'orientation et tout ça qui sont souvent plus C'est ça. informés, ouais, tout à fait. Comment se valident les semestres? Est-ce que ça se fait via le contrôle continu ou est-ce qu'il y a des périodes d'examen? Un peu des deux. En général, si vous voulez, bah, typiquement, hier, il y avait des jeunes là qui terminaient leur rotation. Donc, au cours de leur rotation, ils avaient une note de comportement et d'implication en clinique. Et à la fin de leur rotation, ils ont un examen sous forme de cas cliniques. Et c'est tout ça qui fera une moyenne à la fin du semestre. Hum, Peut-on entrer en école? Ah oui, peut-on entrer en école veto par le biais d'un BTS? Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu toutes les voies qu'il y Il y a a. la filière BTSA, entre autres. Oui. Mais ça, enfin, je suis pas forcément très aguerri sur toutes les passerelles et les combinaisons. Mm. C'est plutôt au conseiller d'orientation, je crois qu'il faut Oui, c'est poser la ça. question. Ouais, au niveau des voies, il y a par BTS, il y a par DUT, il y a par la fac. Enfin, il y a des voies, il y a autant de voies que de personnalités. Donc, effectivement, faut voir ça Mm, avec le conseiller d'orientation pour mm. adapter la bonne voie à la bonne personnalité et à la façon de travailler. Quelqu'un demande si ses parents sont vétérinaires, est-ce que ça peut solidifier le dossier? Non. Il faut un bon dossier en tant que bon élève. Il faut être bon élève. Alors, le fait d'avoir un parent veto, ben, on a au moins une connaissance du métier. On sait ce Oui, que c'est que le métier de vétérinaire. On ne le fantasme pas. Mais est-ce que ça aide? Non. Il y a pas, il y a- oui. on est dans l'enseignement public. Il n'y a pas de passe-droit. Il y a pas de. Il faut être bon. Voilà. Pouvez-vous donner des exemples de sujets de thèse? Est-ce que c'est un sujet d'oral ou est-ce qu'on doit raconter notre parcours? Ah, mais le sujet de thèse, oui, oui, je peux vous donner plein de sujets de thèse. De l'intérêt de la gabapentine, qui est un médicament dans le cadre du traitement des douleurs particulières comme des douleurs chroniques. Ça peut être euh, intérêt du diamètre de la dilatation d'une partie du rein pour le diagnostic d'obstruction urétérale. Enfin, il y a plein de sujets. C'est quelque chose de Euh, très précis. Enfin, ah ça peut oui, et aller. puis alors, mais ça, j- le choix de son sujet de thèse, en général, on commence à se poser la question quand on est en deuxième année, on le mûrit en troisième, et puis on contacte l'enseignant avec lequel on a envie de bosser en quatrième année. Et on Oui, démarre sa thèse en cinquième et on la finit en sixième. ça se discute Agathe, avec nos tuteurs c'est à aussi. peu près ça, hein? J'ai des questions. Pouvez-vous préciser quant à la personnalisation du parcours, notamment à l'école d'Alfort, Mhm. notamment les exemples d'enseignement libre et éducation de chien guide? D'accord.
Mais en fait, dans le cadre de votre parcours de formation à Maison Alfort, vous avez un tuteur. Chaque étudiant a un tuteur. Et c'est un dialogue avec le tuteur. Et vous avez un certain nombre. Alors, l'enseignement est organisé en crédits, en ECTS, hein. Donc, c'est des systèmes de crédits qui sont européens. Et il faut, pour valider une année, un certain nombre de crédits. Eh ben, une part de ces crédits peuvent être faits sous forme de stage par exemple, vous allez 3 semaines dans un parc zoologique. Eh bien, vous discutez avec votre tuteur pour que ça représente un certain nombre de CTS et que ça soit validé en tant Mm. que unité d'enseignement libre. C'est un parcours que tout un chacun peut choisir en fonction de ses envies. Euh, et souvent, les jeunes vont faire des stages aussi à l'étranger, vont partir un mois, je dis n'importe quoi, en Colombie ou en Argentine pour voir de l'élevage bovin en Argentine. Eh bien, ils discutent avec leur tuteur pour savoir combien ça représente de CTS. Voilà, et c'est comme Mm. ça que on peut aussi largement personnaliser son parcours. C'est ça. Et puis pour donner un exemple, hein, par exemple, je promène des chiens sur Oui, mon temps de ouais. midi. Et donc, ça peut me rapporter des ECTS. Mm, Même les jobs que font les étudiants qui sont en rapport mm. avec le métier de vétérinaire, ça rapporte des ECTS. Et donc, c'est des choses qui se discutent avec le tuteur. Tout à fait. Ben, pour aller dans le même sens, Agathe, si tu me permets, par exemple, bon, bah, des étudiants qui n'ont pas trop de sous, qui voudraient en avoir un petit peu plus, peuvent aller faire Mhm, c'est un ça. job d'ASV chez un veto et ben, les heures faites ou les semaines faites en tant qu'ASV, ben, ça peut représenter des ECTS libres, justement. C'est ça. Parce que non seulement ça rapporte, comme vous dites, de Des sous, l'argent pour les ouais. étudiants, mais ça aide beaucoup pour la formation aussi de faire ASV. Donc, Et il y en a aussi qui sont en travail à domicile en participant aux plateformes téléphoniques. Enfin, tout ça, c'est vraiment, c'est difficile de répondre avec précision. On ne peut donner que des oui, exemples, c'est ça. mais sachez que c'est extrêmement libre Euh, et tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles en tout cas. Ça se discute avec le tuteur pour savoir Oui, en fonction de exactement. ce qu'on fait à Donc, l'extérieur et après. très honnêtement, c'est pas parce que vous allez faire un jogging qu'on va vous compter des ECTS, hein, mais c'est à peu Non, près bah ça non, c'est ça. la limite, quoi. Il faut que ça C'est soit ça, en lien avec le métier ou une acquisition de compétences. tout à fait. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions sur la formation. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'ENVA aussi. Les différentes voies d'accès sont précisées sur le site. Et après, comme vous avez dit, voir avec les conseillers d'orientation, tout ça. Est-ce que toutes les écoles vétérinaires de France proposent les mêmes spécialisations pour la dernière année? Et est-ce qu'il y a des écoles, enfin, là, c'est la question qui a été posée, est-ce que peut-être aussi préciser s'il y a des écoles qui sont plus compétentes, entre guillemets, dans certaines spécialisations, ou est-ce que ça se vaut partout? Alors attention, il faut qu'on fasse bien la différence entre la formation initiale. Les 4 écoles vétérinaires françaises se Mm, valent en termes de tout à formation fait. initiale. Il n'y a pas de différence. Il va y avoir des organisations un petit peu différentes, mais la qualité de la formation est très superposable. C'est sûr. Elles sont même organisées et vérifiées par une instance supérieure qui s'appelle l'A3EV et qui check justement tout ça. Par contre, quand on parle de spécialisation, alors oui, il y a des écoles où certaines spécialisations existent et pas forcément dans toutes. Mais cela dit, au cours de cette spécialisation, on est amené aussi à changer. Tout à fait possible de changer d'école. Bah, actuellement, à Maison Alfort, on a en spécialisation, notamment médecine interne, des jeunes qui ont été formés dans une autre école. Et en l'occurrence, je pense à l'école de Toulouse. Mais on offre à Maison Alfort une variété de possibilités qui est relativement importante, tout à fait. Oui, et puis de toute façon, dans toutes les écoles, il y a tous les types d'hôpitaux. Il y a animaux de compagnie, Ah équins, oui, bovins. absolument, absolument. La formation initiale, tronc commun et dominante, sont très superposables d'une école à l'autre. Euh, ouais, il y a encore beaucoup de questions par rapport, de toute façon, à la formation. Euh, ouais, c'est vraiment beaucoup de questions de personnes qui se posent comment
les différentes voies, les spécialités à garder, mais donc c'est difficile de répondre à ces questions-là. Oui, je vois une réponse à Lizzie là, pour l'entrée post-bac, concours et tout ça. Il est rappelé qu'il y a une conférence à 13h30 sur justement comment rentrer en école. Et je pense que c'est Différentes, important par rapport à pas mal de questions qui me sont posées sur lesquelles je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre. N'hésitez pas à aller à cette conférence et n'hésitez pas aussi à aller écouter mon copain Pascal Arnay sur faune sauvage et exotique. tout à fait. Il y a deux conférences à 13h30. En fait, il y Mm, a une présentation du cursus vétérinaire et il y a plus précisément sur la voie post-bac et la mm. première année. Quelqu'un qui pose la question, comment se documenter sur l'éthique animale? Ah ben, dans le cadre de la formation, il y a, en école veto et à Maison Alfort en particulier, il y a toute une dimension d'enseignement autour de l'éthique et du bien-être. La dimension éthique dans le soin, bah, c'est aussi d'être le meilleur professionnel. C'est quand même une façon forte d'être éthique et de cultiver la bonne qualité des soins. Mm. Après, il y a aussi, comme je vous l'évoquais, il y a aussi le code de déontologie qui est disponible et accessible en ligne, qui est mis à disposition par l'Ordre des vétérinaires. Et pour tous ceux que ça intéresse, c'est toutes les informations de comment la profession s'organise justement pour apporter les meilleurs soins et avoir un comportement éthique dans l'ensemble des domaines couverts par la profession vétérinaire. Tout à fait. Oui, il y a une question qui a été posée par rapport aux Crous et aux résidences étudiantes. Si vous me permettez, je peux répondre à cette question. Comme je suis étudiante, je suis capable de répondre. Alors, il n'y a pas de Crous, enfin, il n'y a pas de Crous à Maison Alfort. Par contre, il y a des résidences étudiantes, effectivement, qui sont sur l'école, avec accès sur critères sociaux. Et avec priorité aussi pour les prépas, enfin les prépas intégrés. Normalement, je crois qu'il y a moyen qu'ils aient tous accès aux résidences parce qu'ils sont prioritaires. Et, euh, et donc voilà, il y a des résidences étudiantes. Je sais pas combien il y a de places à peu près sur les résidences, mais je crois qu'il y a 60% à peu près des élèves qui sont logés sur les résidences de l'école, donc qui sont sur l'école même. Et donc, oui, il n'y a pas de crous, mais il y a des cuisines qui sont dans les résidences. Enfin, c'est pas comme certaines résidences étudiantes où c'est juste une chambre. Et voilà. Après, Il y avait une question, comment être chirurgien pour animaux de mm, compagnie et nouveaux animaux de compagnie, vu qu'on peut faire qu'une seule spécialisation. En fait, c'est une seule et même spécialité, c'est chirurgien. tout à fait. Mais une fois de plus, j'insiste, quand on a le diplôme de vétérinaire, on devient à ce moment-là vétérinaire généraliste, vous avez la possibilité de faire de la médecine, de la chirurgie, de l'anesthésie, de l'imagerie, etc., etc. Vous êtes généraliste, vous avez la possibilité de faire de la chirurgie. Après, on peut se spécialiser en, mais ça vient après, C'est hein, ça. c'est de l'approfondissement. Le diplôme d'État ouvre à la possibilité de la médecine et de la chirurgie des animaux. Des animaux. Et puis aussi, comme vous l'avez dit plusieurs fois, de toute façon, les nouveaux animaux de compagnie sont compris dans les animaux de compagnie. Et ben dans NAC, il y a animaux de compagnie. C'est ça. Hum, oui, et par rapport au sujet de concours, de toute façon, je sais pas pour les post-bac, mais sur Internet, de toute façon, il y a les annales des anciens concours, par exemple, notamment pour la prépa BCPST qui sont disponibles, si jamais vous voulez avoir une idée de à quoi ça ressemble. Mais de toute façon, quand vous n'êtes pas vous-même dans la prépa, ça vous parlera pas, quoi. Il n'y a pas de porte ouverte. Alors, je sais pas quand est-ce que sont les portes ouvertes, mais il y en a. Oui, il y Si en vous a. avez la date. C'est Il y a les journées du c'est patrimoine souvent. aussi Oui, où ça ouvre les portes. oui. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions sur, euh, sur le cursus en général. Il reste 10 minutes si jamais vous avez des questions à poser en plus. Sinon, on peut s'arrêter là si plus personne n'a de questions.
Oui, il y a Anne Salomé qui précise qu'il y a 492 chambres à la Cité U. C'est un chiffre très précis, c'est Oui, mais je pense que Anne Salomé devait être à la conférence précédente ah oui, tout à avec fait. Catherine Colmin. Devra-t-on euthanasier des animaux durant le cursus? Oui, ça peut arriver. Si vous avez un animal qui est en grande détresse et que le mieux, parce qu'on est dans l'incapacité et de le guérir, de le soigner, de le sauver, ou même de soulager ses douleurs, éthiquement, on peut être amené à prendre une décision de procédure de fin de vie. Oui. C'est ça. Bah, notamment dans les années de rotation, En clinique, oui. c'est ça. Quand on est en clinique, parce que parfois les propriétaires ben, nous amènent des animaux que même avec toute l'énergie et toute la bonne volonté, on ne pourra pas guérir. Et parfois, et c'est quelque chose effectivement de particulier à la médecine vétérinaire, nous avons la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des procédures de fin de vie actives, et donc une euthanasie. Et c'est C'est ça. parfois ce qu'il y a de mieux aussi pour les animaux, hein, Mmh. faut en avoir conscience. Et puis c'est important de le faire pendant le cursus parce que si la première fois qu'on le fait, c'est, seul, enfin, faut être préparé quand même parce que c'est quelque chose qui est pas forcément facile à faire. Non, non, mais et puis c'est encadré, c'est entouré, C'est ça. on est de toute façon, un étudiant n'est pas seul pour ce genre de choses, et c'est même OK. rarement un étudiant qui le fait, pour pas dire jamais, et c'est de toute façon une décision qui est prise sur la base de comment est l'animal. C'est ça. Euthanasier pendant les études théoriques, par exemple, euthanasier délibérément, hors clinique, c'est un peu difficile de répondre à ta question. On euthanasie parce que c'est justifié. Il y a pas de On ne fait pas une euthanasie gratuite. On fait une euthanasie parce que c'est un animal qui, heu, est en grande souffrance, et on met fin à sa vie pour le soulager. C'est ça et il me semble, dites-moi si je me trompe, que de toute façon, il faut et l'accord du vétérinaire qui, s'il ne veut pas, ne Oui, le fera pas et l'accord du oui, propriétaire, tout bien pareil, sûr, s'il ne veut pas bien sûr. Après, oui, il y a des stages en abattoir, oui, il y a des dissections, ça fait partie de l'apprentissage. c'est ça et des autopsies également. Absolument, et des autopsies, tu as raison. Précision sur la responsabilité juridique du vétérinaire. Bah, ça concerne le diplômé. Il y a une formation. Dans le Oui. cadre de la formation initiale, il y a toute une formation justement à la réglementation, au droit, à la notion d'obligation de moyens, d'obligation de résultats, et cetera. Tout ça, il y a Mmh. une formation effectivement, de base à la législation, régissant le métier. Une question aussi qui avait été posée plus haut, qu'est-ce qui distingue Maison Alfort des autres écoles? Mais ça, vous l'avez précisé un petit peu que de toute façon, toutes Bah, les écoles valent niveau formation, ah ben, elles sont toutes équivalentes, à ce niveau-là. Ces 4 écoles en plus, sont des écoles, publiques, qui délivrent effectivement, le diplôme. Elles sont réparties aux 4 coins de la France, ce qui permet, bah, de faire ses études de vétérinaire sans être nécessairement trop loin de ses bases familiales. tout à fait. Bah, par exemple, moi, si je peux ajouter un aspect personnel, au moment de choisir les écoles, la plupart des étudiants, ils choisissent en fonction de la localité particulièrement parce que, de toute façon, toutes les écoles se valent niveau formation et c'est surtout, question de localisation comme vous dites. Oui, et puis c'est la vie aussi, hein. Moi, je suis normand, j'ai eu mon école à Toulouse et je suis resté à Toulouse et je travaille à Paris. Donc, Voilà, faut apprendre aussi à bouger, hein. c'est ça. Hem, 15 ans et c'est un garçon. Oui, là, on a déjà répondu à cette question, je crois. Va-t-il y avoir des journées portes ouvertes? Oui. Je sais pas la date précise, mais ça doit être écrit sur le site de l'UNVA, j'imagine. Voilà. Oui, on peut bouger, et oui, et dans le cadre de la formation, et notamment dans les personnalisations de parcours, eh bien, on peut aller faire des stages à l'étranger. Il y a les programmes Erasmus aussi, Mmh. qui existent. Donc, oui, c'est bien. En tout cas, pour les jeunes qui ont un petit peu la bougeotte et qui veulent aller
qui veulent aller à l'étranger, bah, oui, la formation permet ça sans difficulté. Oui, si je peux rajouter une précision aussi, de toute façon, on est obligé dans notre formation sur les 5 ans de faire une mobilité à l'étranger de au Mm. moins un mois ou un Erasmus. Et là, par exemple, je suis en train de programmer une mobilité au Canada. Donc voilà, tous les élèves vont partir au moins un mois à l'étranger. Et c'est quelque chose auquel on tient tous, parce Oui, que c'est important d'aller voir un petit peu aussi comment ça se passe ailleurs. ouais, puis je connais pas d'élève qui a pas envie de faire ça. Ce stage était à nos frais. Alors, il y a des bourses aussi. Enfin, le stage à l'étranger, oui, il est à nos frais. Mais il y a des bourses pour les étudiants qui ont des difficultés. Comment se passe la vie en général à Alfort? Très bien, merci. Super. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier passion. Donc, Mm, ça se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a du stress? Oui, de temps en temps, il y a du stress quand il y a des examens. Je ne connais pas bien d'étudiants qui ne soient pas en stress quand il est 48 heures avant l'examen. tout à fait. Les emplois du temps légers ou autres, oui, il y a des moments où l'emploi du temps est léger et d'autres fois, bah, l'emploi du temps est un petit peu plus astringent. On ne devient pas vétérinaire sans travailler. C'est ça. La formation demande de l'investissement. On attend souvent des étudiants qui soient acteurs de leur formation aussi, hein. Euh, je- il y a du boulot. Je crois que c'est Lélia qui pose la question. Faut bosser, faut pas croire. Après, c'est un métier passion. Il faut aimer la biologie. Euh, C'est ça. Si on est passionné de biologie, quand on révise ses cours de biologie, ben, on se fait plaisir, quoi. Alors oui, il faut y passer un peu de temps. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller en Australie? Oui, sans aucun doute. Nouvelle-Zélande aussi. Mais pas pour jouer au rugby, hein, pour faire de la médecine vétérinaire. Ou pour soigner les ornithorynques. Euh, Il y a y une a-t-il des cours? spécialisation sur le comportement animal aussi. Alors, il y a des cours, oui. Est-ce qu'il y a une spécialisation en comportement? Je crois que oui. Oui, il me Mais semble aussi. dans vos cours, oui, il y a tout un Oui, enseignement dédié au comportement, à l'éthologie, tout à fait. dans le cadre de la formation. Hum, Sur le site des ENV, propose des formations ASV. Ça n'a rien à voir, hein. C'est deux métiers totalement différents. Il hum, s'avère que certaines ENV hébergent de la formation aux ASV, mais c'est de l'hébergement et ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes parcours, hein. Ça n'a strictement rien à voir. tout à fait. La question a été posée aussi, est-ce qu'on peut commencer dans une école et terminer dans une autre école Ça arrive. Oui, hum, c'est possible. Après, euh, ça se deal au cours de ses études. Est-ce que le naveleux est complexe? Ouais, c'est pas simple. D'autant plus que le naveleux, c'est souvent des choses avec des questions, y compris sur les disciplines fondamentales. Ouais, c'est un moyen de réviser en fait l'ensemble du parcours et vous êtes interrogé sur l'ensemble de la médecine vétérinaire. hum. Il y a Émile qui trouve que l'Australie n'est pas très bonne en rugby. Ouais. Bon, on reviendra pas sur la dernière Coupe du Monde, Émile, si tu veux bien. Il y a frustration. Euh, Dans quelle structure peut-on faire le stage? Je sais pas si c'est par rapport au stage en général ou si c'est le stage dont on a parlé juste avant, l'étranger. Mais Pour les stages au cours de la formation initiale, une fois de plus, ça s'organise avec le tuteur. On peut faire ça dans à peu près toutes les structures possibles et imaginables. tout à fait. Oui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la localité qui est surtout choisie pour choisir les écoles, il y a quelqu'un qui dit qu'il est en prépa ATS et que dans son oral, il doit dire pourquoi plus une école qu'une autre et que la localité, ça marche pas. Je sais pas, je sais pas quelle est la Ouais, particularité. je pense que c'est à la conférence de 13h30 qu'il faudra poser la question Ouais, parce que je ne sais pas forcément exactement ce qui est attendu au travers de ce type de questions et je préfère ne rien dire plutôt que de dire des bêtises. tout à fait.
Oui, du coup, pour rappel, je sais pas si tout le monde l'avait entendu tout à l'heure, mais donc, à 13h30, il y aura 2 conférences. Il y a la présentation du cursus vétérinaire et plus précisément, une autre conférence sur la voie post-bac, si Mmh. ça vous intéresse. Et donc si vous voulez voir les 2, de toute façon, elles seront, comme celle-là, enregistrées et après enfin le replay sera disponible sur le site, à partir de lundi. Est-ce qu'il y a des complexes sportifs dans l'école à Maisons-Alfort? La réponse est oui. Il y a tout un truc, où on peut pousser de la fonte, et en plus on a un parc de plusieurs hectares qui est arboré, sur lequel, très régulièrement, les étudiants font leur footing. Ouais, c'est un OK. cadre sympa, Agathe. Ah bah oui et puis en plus, il y a les bords de Marne juste à côté, Ah c'est ouais, pour en ça. plus, il y a les bords de Marne, ouais, tu as raison. Donc, ouais, ouais, il y a moyen de rester en forme physique et c'est important. Mens sana in corpore sano, dit le latiniste distingué. Et puis il y a beaucoup d'élèves qui ont des chiens aussi, donc qui Ouais. sortent pas mal pour les promener, ça fait sortir. Bah voilà, on arrive à la fin de la conférence, il va être 12h30. Est-ce Merci, que merci. physiothérapie est une spécialité? Oui, il y a un collège, une spécialisation qui existe absolument de façon récente, quelques 2-3 ans, 4-5 ans. Bah, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions et puis pour la conférence. Donc, encore une fois, ça sera qui sera disponible, à partir de lundi en replay. Bah, voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bon week-end et n'hésitez pas à aller voir les autres conférences, pour plus de précisions sur différents Oui, domaines. on peut avoir son chien en résidence. Merci Oui. Agathe,